Le pêcheur et sa femme. Il y avait une fois un pêcheur et sa femme qui habitaient ensemble une cahute au bord de la mer. Le pêcheur allait tous les jours jeter son hameçon, et il le jetait encore. Un jour, il était assis près de sa ligne sur le rivage, le regard tourné du côté de l'eau limpide, et il restait assis, toujours assis. Tout à coup, il vit l'hameçon plonger et descendre profondément, et quand il le retira, il tenait au bout une grosse barbue. La barbue lui dit « Je te prie de me laisser vivre. Je ne suis pas une vraie barbue. Je suis un prince enchanté. À quoi te servirait de me faire mourir? Je ne serai pas pour toi un grand régal. Rejette-moi dans l'eau et laisse-moi nager. » « Vraiment, dit l'homme, tu n'as pas besoin d'en dire si long. Je ne demande pas mieux que de laisser nager à son aise une barbue qui sait parler. » Il la rejeta dans l'eau et la barbue s'y replongea jusqu'au fond, en laissant après elle une longue traînée de sang. L'homme alla retrouver sa femme dans la cahute. « Mon homme, lui dit-elle, n'as-tu rien pris aujourd'hui ?»« Non, dit l'homme, j'ai pris une barbue qui m'a dit qu'elle était un prince enchanté, et je l'ai laissée nager comme auparavant. »« N'as-tu rien demandé pour toi ?» dit la femme. « Non, dit l'homme, et qu'aurais-je demandé ?»« Ah, dit la femme, c'est pourtant triste d'habiter toujours une cahute sale et infecte comme celle-ci. Tu aurais pu pourtant demander pour nous une petite chaumière. Retourne et appelle la barbue. Dis-lui que nous voudrions avoir une petite chaumière. Elle fera cela certainement. »« Ah, dit l'homme, pourquoi y retournerais-je ?»« Vraiment, dit la femme, tu l'as prise et tu l'as laissée nager comme auparavant. Elle le fera. Vas-y sur le champ. » L'homme ne s'en souciait point. Pourtant, il se rendit au bord de la mer et quand il y fut, il la vit toute jaune et toute verte. Il s'approcha de l'eau et dit « Tarare ondin, petit poisson gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » La barbue s'avança vers lui et lui dit « Que veut-elle donc ?»« Ah, dit l'homme, je t'ai prise tout à l'heure. Ma femme prétend que j'aurais dû te demander quelque chose. Elle s'ennuie de demeurer dans une cahute. Elle voudrait bien avoir une chaumière. »« Retourne sur tes pas, dit la barbue. Elle l'a déjà. » L'homme s'en retourna et sa femme n'était plus dans sa cahute. Mais à sa place était une petite chaumière et sa femme était assise à la porte sur un banc. Elle le prit par la main et lui dit « Entre donc et regarde, cela vaut pourtant bien mieux. » Ils entrèrent. Et dans la chaumière était une jolie petite salle, une chambre où étaient placés leurs lits, une cuisine et une salle à manger avec une batterie de cuivre et d'étain très brillants, et tout l'attirail d'un service complet. Derrière était une petite cour avec des poules et des canards, et un petit jardin avec des légumes et des fruits. « Vois, dit la femme, n'est-ce pas joli ? » ?»« Oui, dit l'homme, restons comme cela, nous allons vivre vraiment heureux. »« Nous y réfléchirons, dit la femme. » Là-dessus, ils mangèrent et se mirent au lit. Cela alla bien ainsi, pendant 8 ou 15 jours. Puis la femme dit « Écoute, mon homme, cette chaumière est aussi trop étroite, et la cour et le jardin sont si petits. La barbue aurait bien pu, en vérité, nous donner une maison plus grande. J'aimerais habiter un grand château en pierre. Va trouver la barbue, il faut qu'elle nous donne un château. »« Ah, femme, dit l'homme, cette chaumière est vraiment fort bien. À quoi servirait d'habiter un château ? » ?»« Hé, dit la femme, va, la barbue peut très bien le faire. »« Non, femme, dit l'homme, la barbue vient tout justement de nous donner cette chaumière. Je ne veux pas retourner vers elle, je craindrais de l'importuner. »« Vas-y, dit la femme, elle peut le faire. Elle le fera volontiers. Va, te dis-je. » L'homme sentait cette démarche lui peser sur le cœur et ne se souciait point de la faire. Il se disait à lui-même « Cela n'est pas bien. » Pourtant, il obéit. Quand il arriva près de la mer, l'eau était violette et d'un bleu sombre, grisâtre, et prête à se soulever. Elle n'était plus verte et jaune comme auparavant. Pourtant, elle n'était point agitée. Le pêcheur s'approcha et dit « Tarare ondin, petit poisson gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. »« Et que veut-elle donc ?» dit la barbue. « Ah, dit l'homme, à demi troublé, elle veut habiter un grand château de pierre. »
Va, dit la Barbue, tu la trouveras sur la porte. L'homme s'en alla et croyait retrouver son logis. Mais comme il approchait, il vit un grand château de pierre et sa femme se tenait au haut du perron. Elle allait entrer dans l'intérieur. Elle le prit par la main et lui dit « Entre avec moi ». Il la suivit, et dans le château était un vestibule immense, dont tous les murs étaient plaqués de marbre. Il y avait une foule de domestiques qui ouvraient avec fracas les portes devant eux. Les murs étaient brillants et couverts de belles tentures. Dans les appartements, les sièges et les tables étaient en or, des lustres en cristal étaient suspendus au plafond, et partout aussi des tapis de pied dans les chambres et les salles. Des mets et des vins recherchés chargeaient les tables, à croire qu'elles allaient rompre. Derrière le château était une grande cour, renfermant des étables pour les vaches et des écuries pour les chevaux, des carrosses magnifiques. De plus, un grand et superbe jardin rempli des plus belles fleurs, d'arbres à fruits, et enfin, un parc d'au moins 1 lieue de long, où l'on voyait des cerfs, des daims, des lièvres, tout ce que l'on peut désirer. « Eh bien, dit la femme, cela n'est-il pas beau ?»« Ah oui, dit l'homme. Tenons-nous-en là, nous habiterons ce beau château et nous vivrons contents. Nous y réfléchirons, dit la femme, dormons là-dessus d'abord. Et nos gens se couchèrent. Le lendemain, la femme s'éveilla comme il faisait grand jour, et de son lit, elle vit la belle campagne qui s'offrait devant elle. L'homme étendait les bras en s'éveillant, elle le poussa du coude et dit « Mon homme, lève-toi et regarde par la fenêtre. Vois, ne pourrions-nous pas devenir rois de tout ce pays ? Va trouver la Barbue, nous serons rois. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi serions-nous rois ? Je ne m'en sens nulle envie. »« Bon, dit la femme, si tu ne veux pas être roi, moi je veux être reine. Va trouver ta Barbue, va trouver ta Barbue, je veux être reine. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu être reine ? Je ne me soucie point de lui dire cela. »« Et pourquoi pas ? dit la femme. Vas-y à l'instant. Il faut que je sois reine. » L'homme y alla, mais il était tout consterné de ce que sa femme voulait être reine. « Cela n'est pas bien, cela n'est vraiment pas bien, pensait-il. Je ne veux pas y aller. » Il y allait pourtant. Quand il approcha de la mer, elle était d'un gris sombre. L'eau bouillonnait du fond à la surface et répandait une odeur fétide. Il s'avança et dit « Tara rondin, petit poisson gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. »« Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir reine. »« Retourne, elle l'est déjà, dit la Barbue. » L'homme partit, et quand il approcha du palais, il vit que le château s'était de beaucoup agrandi et portait une haute tour décorée de magnifiques ornements. Des gardes étaient en sentinelle à la porte, et il y avait là des soldats en foule avec des trompettes et des timbales. Comme il entrait dans l'édifice, il vit de tous côtés le marbre le plus pur enrichi d'or, des tapis de velours et de grands coffres d'or massifs. Les portes de la salle s'ouvrirent, toute la cour y était réunie, et sa femme était assise sur un trône élevé, tout d'or et de diamants. Elle portait sur la tête une grande couronne d'or, elle tenait dans sa main un sceptre d'or pur garni de pierres précieuses. Et à ses côtés étaient placées sur un double rang 6 jeunes filles, plus petites de la tête l'une que l'autre. Il s'avança et dit « Ah, femme, te voilà donc reine ?»« Oui, dit-elle, je suis reine. » Il se plaça devant elle et la regarda. Et quand il l'eut contemplée un instant, il dit « Ah, femme, quelle belle chose que tu sois reine. Maintenant, nous n'avons plus rien à désirer. »« Point du tout, mon homme, dit-elle tout agitée. Le temps me dure fort de tout ceci, je n'y puis plus tenir. Va trouver la Barbue. Je suis reine. Il faut maintenant que je devienne impératrice. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu devenir impératrice ? » ?»« Mon homme, dit-elle, va trouver la Barbue. Je veux être impératrice. »« Ah, femme, dit l'homme, elle ne peut pas te faire impératrice. Je n'oserais pas dire cela à la Barbue. Il n'y a qu'un empereur dans l'Empire. La Barbue ne peut pas faire un empereur. Elle ne le peut vraiment pas. »« Je suis reine, dit la femme, et tu es mon mari. Veux-tu bien y aller à l'instant même ? Va. Si elle a pu nous faire roi, elle peut nous faire empereur. Va, te dis-je. »
il fallut qu'il marchât. Mais tout en s'éloignant, il était troublé et se disait en lui-même « Cela n'ira pas bien. Empereur, c'est trop demandé. La Barbue se lassera. » Tout en songeant ainsi, il vit que l'eau était noire et bouillonnante. L'écume montait à la surface et le vent la soulevait en soufflant avec violence. Il se sentit frissonner. Il s'approcha et dit « Tara, rondin, petit poisson, gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » « Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, Barbu, dit-il, ma femme veut devenir impératrice. »« Retourne, dit la Barbue, elle l'est maintenant. » L'homme revint sur ses pas, et quand il fut de retour, tout le château était d'un marbre poli, enrichi de figures d'albâtre et décoré d'or. Des soldats étaient en nombre devant la porte. Ils sonnaient de la trompette, frappaient les timbales et battaient le tambour. Dans l'intérieur du palais, les barons, les comtes et les ducs allaient et venaient en qualité de simples serviteurs. Ils lui ouvrirent les portes, qui étaient d'or massif. Et quand il fut entré, il vit sa femme assise sur un trône qui était d'or d'une seule pièce et haut de 1000 pieds. Elle portait une énorme couronne d'or de 3 coudées, garnie de brillants et d'escarboucles. D'une main, elle tenait le sceptre et de l'autre le globe impérial. À ses côtés étaient placés sur 2 rangs ses gardes, tous plus petits l'un que l'autre, depuis les plus énormes géants, hauts de 1000 pieds, jusqu'au plus petit nain, qui n'était pas plus grand que mon petit doigt. Devant elle se tenait debout une foule de princes et de ducs. L'homme s'avança au milieu d'eux et dit « Femme, te voilà donc impératrice ?»« Oui, dit-elle, je suis impératrice. » Alors, il se plaça devant elle et la contempla. Puis quand il l'eut considérée un instant, « Ah, femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir impératrice. »« Mon homme, dit-elle, que fais-tu là planté? Je suis impératrice, je veux maintenant être pape. Va trouver la Barbue. »« Ah, femme, dit l'homme, que demandes-tu là? Tu ne peux pas devenir pape. Il n'y a qu'un seul pape dans la chrétienté. La Barbue ne peut pas faire cela pour toi. »« Mon homme, dit-elle, je veux devenir pape. Va vite, il faut que je sois pape aujourd'hui même. »« Non, femme, dit l'homme, je ne puis pas lui dire cela. Cela ne peut pas être ainsi, c'est trop. La Barbue ne peut pas te faire pape. »« Que de paroles, mon homme, dit la femme. Elle a pu me faire impératrice, elle peut aussi bien me faire pape. Marche, je suis impératrice et tu es mon homme. Vite, mets-toi en chemin. » Il eut peur et partit, mais le cœur lui manquait. Il tremblait, avait le frisson, et ses jambes et ses genoux flageolaient sous lui. Le vent soufflait dans la campagne, les nuages couraient, et l'horizon était sombre vers le couchant. Les feuilles s'agitaient avec bruit sur les arbres, l'eau se soulevait et grondait, comme si elle eût bouillonné. Elle se brisait à grand bruit sur le rivage, et il voyait de loin les navires qui tiraient le canon d'alarme et dansaient et bondissaient sur les vagues. Le ciel était bleu encore, à peine sur un point de son étendue, mais tout alentour, des nuages d'un rouge menaçant annonçaient une terrible tempête. Il s'approcha tout épouvanté et dit « Tara, rondin, petit poisson gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. »« Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir pape. »« Retourne, dit la Barbue, elle l'est à 7 heures. » Il revint, et quand il arriva, il vit une immense église tout entourée de palais. Il perça la foule du peuple pour y pénétrer. Au-dedans, tout était éclairé de 1000 et 1000 lumières. Sa femme était revêtue d'or de la tête aux pieds. Elle était assise sur un trône beaucoup plus élevé que l'autre et portait 3 énormes couronnes d'or. Elle était environnée d'une foule de prêtres. À ses côtés étaient placés 2 rangées de cierges, dont le plus grand était épais et haut comme la plus haute tour, et le plus petit, pareil au plus petit flambeau de cuisine. Tous les empereurs et les rois étaient agenouillés devant elle et baisaient sa mule. « Femme, dit l'homme en la contemplant, il est donc vrai que te voilà pape ? » ?»« Oui, dit-elle, je suis pape. » Alors, il se plaça devant elle et se mit à la considérer, et il lui semblait qu'il regardait le soleil. Quand il l'eut ainsi contemplé un moment, « Ah, femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir pape !
mais elle demeurait roide comme une souche et ne bougeait. Il lui dit « Femme, tu seras contente maintenant. Te voilà pape, tu ne peux pas désirer d'être quelque chose de plus. » « J'y réfléchirai, dit la femme. Là-dessus, ils allèrent se coucher, mais elle n'était pas contente. L'ambition l'empêchait de dormir et elle pensait toujours à ce qu'elle voudrait devenir. L'homme dormit très bien et profondément. Il avait beaucoup marché tout le jour, mais la femme ne put s'assoupir un instant. Elle se tourna d'un côté sur l'autre pendant toute la nuit, pensant toujours à ce qu'elle pourrait devenir et ne trouvant plus rien à imaginer. Cependant, le soleil se levait et quand elle aperçut l'aurore, elle se dressa sur son séant et regarda du côté de la lumière. Lorsqu'elle vit que les rayons du soleil entraient par la fenêtre, « Ah, pensa-t-elle, ne puis-je aussi commander de se lever au soleil et à la lune ? Mon homme, dit-elle en le poussant du coude, réveille-toi, va trouver la Barbue. Je veux devenir pareil au bon Dieu. » L'homme était encore tout endormi, mais il fut tellement effrayé qu'il tomba de son lit. Il pensa qu'il avait mal entendu. Il se frotta les yeux et dit « Ah, femme, que dis-tu » ? « Mon homme, dit-elle, si je ne peux pas ordonner au soleil et à la lune de se lever, et s'il faut que je les voie se lever sans mon commandement, je n'y pourrai tenir, et je n'aurai pas une heure de mon temps. Je songerai toujours que je ne puis les faire lever moi-même. » Et en disant cela, elle le regarda d'un air si effrayant qu'il sentit un frisson lui courir par tout le corps. « Marche à l'instant. Je veux devenir pareil au bon Dieu. »« Ah, femme, dit l'homme, en se jetant à ses genoux, la Barbue ne peut pas faire cela. Elle peut bien te faire impératrice et pape. Je t'en prie, rentre en toi-même et contente-toi d'être pape. » Alors elle se mit en fureur. Ses cheveux volèrent en désordre autour de sa tête. Elle déchira son corsage et donna à son mari un coup de pied en criant « Je n'y tiens plus. Je n'y puis plus tenir. Veux-tu marcher à l'instant même ?» Alors il s'habilla rapidement et se mit à courir comme un insensé. Mais la tempête était déchaînée et grondait si furieuse qu'à peine il pouvait se tenir sur ses pieds. Les maisons et les arbres étaient ébranlés, les éclats de rochers roulaient dans la mer et le ciel était noir comme de la poix. Il tonnait, il éclairait, et la mer soulevait des vagues noires, aussi hautes que des clochers et des montagnes, et à leur sommet elle portait toute une couronne blanche d'écume. Il se mit à crier, à peine lui-même pouvait-il entendre ses propres paroles. « Tara, rondin, petit poisson gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » « Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, dit-il, elle veut devenir pareille au bon Dieu. Retourne, tu la trouveras logée dans la cahute. » Et ils y logent encore aujourd'hui, à l'heure qu'il est. Le fils ingrat. Un jour, un homme était assis devant sa porte avec sa femme. Ils avaient devant eux un poulet rôti dont ils s'apprêtaient à se régaler. L'homme vit venir de loin son vieux père. Aussitôt, il se hâta de cacher son plat pour n'avoir pas à en donner au vieillard. Celui-ci but seulement un coup et s'en retourna. À ce moment, le fils alla chercher le plat pour le remettre sur la table. Mais le poulet rôti s'était changé en un gros crapaud qui lui sauta au visage et s'y attacha pour toujours. Quand on essayait de l'enlever, l'horrible bête lançait sur les gens un regard venimeux, comme si elle allait se jeter dessus, si bien que personne n'osait en approcher. Le fils ingrat était condamné à la nourrir, sans quoi elle lui aurait dévoré la tête. Et il passa le reste de ses jours à errer misérablement sur la terre. La gaspilleuse. Il y avait une fois une jeune fille qui était jolie, mais négligente et paresseuse. Quand on l'obligeait à filer, elle s'en acquittait avec tant d'ennui que plutôt que de démêler les petits peletons de filasse qui se rencontraient dans le lin, elle en arrachait des poignées tout entières qu'elle jetait à terre auprès d'elle. Sa servante, qui était une fille laborieuse, ramassait tous ces brins de filasse, les nettoyait, les filait bien fins, et elle s'en fit faire une jolie robe. Un jeune homme avait demandé la gaspilleuse en mariage, et la noce allait se faire. Le soir, avant ce grand jour, l'active servante dansait gaiement avec sa robe neuve. La future se mit à chanter. La fillette se fait gloire des restes de son fuseau. Le fiancé lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle lui raconta qu'avec le lin qu'elle avait jeté au rebut, sa chambrière s'était fait une robe.
Le jeune homme, apprenant cela, et voyant la nonchalance de l'une et l'activité de l'autre, laissa là ses fiancés, s'adressa à la servante et la prit pour sa femme. Faute d'un clou. Un marchand avait fait de bonnes affaires à la foire. Toutes ses marchandises étaient vendues et sa bourse remplie d'or et d'argent. Comme il voulait se mettre en route pour arriver avant la nuit, il serra son argent dans sa valise, la chargea derrière sa selle et monta à cheval. À midi, il s'arrêta dans une ville. Il allait repartir quand le valet d'écurie qui lui amenait son cheval lui dit « Monsieur, il manque à votre cheval un clou au fer du pied gauche de derrière. »« C'est bien, » répondit le marchand. « Le fer tiendra encore pour 6 lieues qui me reste à faire. Je suis pressé. » Dans l'après-midi, il descendit encore pour faire manger un peu de pain à son cheval. Le palefrenier vint le trouver et lui dit « Monsieur, votre cheval est déferré du pied gauche de derrière. Faut-il le conduire au maréchal ?»« Non, c'est bien, » répondit le maître. « Pour 2 lieues qui me restent à faire, mon cheval ira encore ainsi. Je suis pressé. » Il remonta et partit. Mais peu après, le cheval commença à boiter. Un peu plus loin encore, il se mit à broncher. Mais il ne broncha pas longtemps, car il tomba bientôt avec une jambe cassée. Le marchand fut obligé de laisser là la bête, de détacher sa valise et, la prenant sur son épaule, de gagner à pied son logis, où il n'arriva que tard dans la nuit. « Ce maudit clou qu'on néglige, murmurait-il en lui-même, est cause de tous les malheurs. Hâtez-vous lentement. » Jean le chanceux. Jean avait servi son maître 7 ans. Il lui dit « Monsieur, mon temps est fini. Je voudrais retourner chez ma mère. Payez-moi mes gages, s'il vous plaît. » Son maître lui répondit « Tu m'as bien et loyalement servi. La récompense sera bonne. » Et il lui donna un lingot d'or, gros comme la tête de Jean. Jean tira son mouchoir de sa poche, enveloppa le lingot, et le portant sur son épaule au bout d'un bâton, il se mit en route pour aller chez ses parents. Comme il marchait ainsi, toujours un pied devant l'autre, il vit un cavalier qui trottait gaillardement sur un cheval vigoureux. « Ah !» se dit Jean, tout haut à lui-même, « quelle belle chose que d'aller à cheval ! On est assis comme sur une chaise, on ne bute pas contre les cailloux du chemin, on épargne ses souliers et on avance, Dieu sait combien !» Le cavalier qui l'avait entendu s'arrêta et lui dit « Hé Jean, pourquoi donc vas-tu à pied ?»« Il le faut bien, » répondit-il. « Je porte à mes parents ce gros lingot. Il est vrai que c'est de l'or, mais il n'en pèse pas moins sur les épaules. »« Si tu veux, » dit le cavalier, « nous changerons. Je te donnerai mon cheval et tu me donneras ton lingot. »« De tout mon cœur, » répliqua Jean, « mais vous en aurez votre charge, je vous en avertis. » Le cavalier descendit, et après avoir pris l'or, il aida Jean à monter et lui mit la bride à la main en disant « Maintenant, quand tu voudras aller vite, tu n'as qu'à faire claquer la langue et dire « hop, hop !» Jean était dans la joie de son âme quand il se vit à cheval. Au bout d'un instant, l'envie lui prit d'aller plus vite, et il se mit à claquer la langue et à crier « hop, hop !» Aussitôt, le cheval se lança au galop, et Jean, avant d'avoir eu le temps de se méfier, était jeté par terre dans un fossé sur le bord de la route. Le cheval aurait continué de courir s'il n'avait été arrêté par un paysan qui venait en sens opposé, chassant une vache devant lui. Jean, de fort mauvaise humeur, se releva comme il put et dit au paysan « C'est un triste passe-temps que d'aller à cheval, surtout quand on a affaire à une mauvaise bête comme celle-ci, qui vous jette par terre au risque de vous rompre le cou. Dieu me préserve de jamais remonter dessus. À la bonne heure, une vache comme la vôtre, on va tranquillement derrière elle, et par-dessus le marché, on a chaque jour du lait, du beurre et du fromage. Que ne donnerais-je pas pour posséder une pareille vache ?»« Eh bien, dit le paysan, puisque cela vous fait tant plaisir, prenez ma vache pour votre cheval. » Jean était au comble de la joie. Le paysan monta à cheval et s'éloigna rapidement. Jean chassait tranquillement sa vache devant lui, en songeant à l'excellent marché qu'il venait de faire. Un morceau de pain seulement, et je ne manquerai de rien, car j'aurai toujours du beurre et du fromage à mettre dessus. Si j'ai soif, je trais ma vache et je bois du lait. Que peut-on désirer de plus ? À la première auberge qu'il rencontra, il fit une halte et consomma joyeusement toutes les provisions qu'il avait prises pour la journée. Pour les 2 liards qui lui restaient, il se fit donner un demi-verre de bière et, reprenant sa vache, il continua son chemin. On approchait de midi. La chaleur était accablante et Jean se trouva dans une lande qui avait plus d'1 lieue de long.
Il souffrait tellement du chaud que sa langue était collée de soif à son palais. « Il y a remède au mal, pensa-t-il. Je vais traire ma vache et me rafraîchir d'un verre de lait. » Il attacha sa vache à un tronc d'arbre mort et, faute de seau, il tendit son chapeau. Mais il eut beau presser le pis, pas une goutte de lait ne vint au bout de ses doigts. Pour comble de malheur, comme il s'y prenait maladroitement, la bête impatientée lui donna un tel coup de pied sur la tête qu'elle l'étendit sur le sol, où il resta un certain temps sans connaissance. Heureusement, il fut relevé par un boucher qui passait par là, portant un petit cochon sur une brouette. Jean lui conta ce qui était arrivé. Le boucher lui fit boire un coup en lui disant « Buvez cela pour vous réconforter. Cette vache ne vous donnera jamais de lait. C'est une vieille bête qui n'est plus bonne que pour le travail ou l'abattoir. » Jean s'arracha les cheveux de désespoir. « Qui s'en serait avisé ?» s'écria-t-il. « Sans doute cela fera de la viande pour celui qui l'abattra. Mais pour moi, j'estime peu la viande de vache. Elle n'a pas de goût. À la bonne heure, un petit cochon comme le vôtre. Voilà qui est bon, sans compter le boudin. » « Écoutez, Jean, lui dit le boucher, pour vous faire plaisir, je veux bien troquer mon cochon contre votre vache. »« Que Dieu vous récompense de votre bonne amitié pour moi, » répondit Jean, et il livra sa vache au boucher. Celui-ci, posant son cochon à terre, remit entre les mains de Jean la corde qui l'attachait. Jean continuait son chemin en songeant combien il avait de la chance. Trouvait-il une difficulté ? Elle était aussitôt aplanie. Sur ces belles entrefaites, il rencontra un garçon qui portait sur le bras une belle oie blanche. Ils se souhaitèrent le bonjour et Jean commença à raconter ses chances et la suite d'heureux échanges qu'il avait faits. De son côté, le garçon raconta qu'il portait une oie pour un repas de baptême. « Voyez, disait-il en la prenant par les ailes, voyez quelle lourdeur! Il est vrai qu'on l'empâte depuis 2 mois. Celui qui mordra dans ce rôti-là verra la graisse lui couler des 2 côtés de la bouche. » « Oui, dit Jean, la soulevant de la main, elle a son poids, mais mon cochon a son mérite aussi. » Alors, le garçon se mit à secouer la tête en regardant de tous côtés avec précaution. « Écoutez, dit-il, l'affaire de votre cochon pourrait bien n'être pas claire. Dans le village par lequel j'ai passé tout à l'heure, on vient justement d'en voler un dans l'étable du maître. J'ai bien peur que ce ne soit le même que vous emmenez. On a envoyé des gens battre le pays. Ce serait pour vous une vilaine aventure, s'il vous rattrapait avec la bête. Le moins qui pourrait vous en arriver serait d'être jeté dans un cul de basse-fosse. »« Hélas, mon Dieu !» répondit le pauvre Jean, qui commençait à mourir de peur. « Ayez pitié de moi. Il n'y a qu'une chose à faire. Prenez mon cochon et donnez-moi votre oie. »« C'est beaucoup risqué, répliqua le garçon. Mais s'il vous arrivait malheur, je ne voudrais pas en être la cause. » Et, prenant la corde, il emmena promptement le cochon par un chemin de traverse, pendant que l'honnête Jean, dégagé d'inquiétude, s'en allait chez lui avec son oie sous le bras. « En y réfléchissant bien, se disait-il à lui-même, j'ai encore gagné à cet échange. D'abord, un bon rôti, puis, avec toute la graisse qui en coulera, me voilà pourvu de graisse d'oie pour 3 mois au moins. Enfin, avec les belles plumes blanches, je me ferai un oreiller sur lequel je dormirai bien sans qu'on me berce. Quelle joie pour ma mère !» En passant par le dernier village, avant d'arriver chez lui, il vit un rémouleur qui faisait tourner sa meule en chantant. « Je suis rémouleur sans pareil, tourne ma roue au beau soleil. » Jean s'arrêta à le regarder et finit par lui dire « Vous êtes joyeux à ce que je vois. Il paraît que le repassage va bien. » « Oui, répondit le rémouleur, c'est un métier d'or. Un bon rémouleur est un homme qui a toujours de l'argent dans sa poche. Mais où avez-vous acheté cette belle oie ? » ?»« Je ne l'ai pas achetée. Je l'ai eue en échange de mon cochon. » »« Et le cochon ? » ?»« Je l'ai eu pour ma vache. » »« Et la vache ? » ?»« Pour un cheval. » »« Et le cheval ? » ?»« Pour un lingot d'or gros comme ma tête. » »« Et le lingot ? » ?»« C'était mes gages pour 7 ans de service. » »« Je vois, dit le rémouleur, que vous avez toujours su vous tirer d'affaire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un moyen d'avoir toujours la bourse pleine et votre bonheur est fait. »« Mais comment faire ? » demanda Jean. « Il faut vous faire rémouleur comme moi. Pour cela, il suffit d'une pierre à aiguiser. Le reste vient tout seul. J'en ai une, un peu ébréchée, il est vrai, mais je vous la céderai pour peu de choses, votre oie seulement. Voulez-vous ? » « Cela ne se demande pas, répondit Jean.
Me voilà l'homme le plus heureux de la terre. Au diable les soucis quand j'aurai toujours la poche pleine. Il prit la pierre et donna son oie en paiement. Tenez, lui dit le rémouleur, en lui donnant un gros caillou commun qui était à ses pieds. Je vous donne encore une autre bonne pierre par-dessus le marché. On peut frapper dessus tant qu'on veut. Elle vous servira à redresser vos vieux clous. Emportez-la avec soin. Jean se chargea du caillou et s'en alla le cœur gonflé et les yeux brillants de joie. « Ma foi, s'écria-t-il, je suis né coiffé. Tout ce que je désire m'arrive, ni plus ni moins que si j'étais venu au monde un dimanche. » Cependant, comme il était sur ses jambes depuis la pointe du jour, il commençait à sentir la fatigue. La faim aussi le tourmentait, car dans sa joie d'avoir acquis la vache, il avait consommé toutes ses provisions d'un seul coup. Il n'avançait plus qu'avec peine et s'arrêtant à chaque pas. La pierre et le caillou le chargeaient horriblement. Il ne put s'empêcher de songer qu'il serait bien heureux de n'avoir rien apporté du tout. Il se traîna jusqu'à une source voisine pour se reposer et se rafraîchir en buvant un coup. Et pour ne pas se blesser avec les pierres en s'asseyant, il les posa près de lui sur le bord de l'eau. Puis, se mettant à plat ventre, il s'avança pour boire, mais sans le vouloir, il poussa les pierres et elles tombèrent au fond. En les voyant disparaître sous ses yeux, il sauta de joie, et les larmes aux yeux, il remercia Dieu qui lui avait fait la grâce de le décharger de ce fait incommode, sans qu'il eût rien à se reprocher. « Il n'y a pas sous le soleil, s'écria-t-il, un homme plus chanceux que moi. » Et délivré de tout fardeau, le cœur léger comme les jambes, il continua son chemin jusqu'à la maison de sa mère. Bienvenue sur le deuxième vlog lecture sur les contes choisis des frères Grimm. Alors on en a lu 5 seulement, il y en avait qui étaient très courts et 2 moyennement longs. Bon, ça reste quand même des contes qui sont assez moralisateurs, comme... attendez, je reviens un petit peu en arrière pour retrouver un petit peu les titres, pour me rappeler ce que je viens juste de lire, évidemment. Donc, par exemple, Le pêcheur et sa femme. J'aime bien le côté boucle et ascension sociale, le fait qu'ils ont une petite cahute, puis une chaumière, puis un palais, ils deviennent roi et reine, impératrice et empereur, elle devient pape et ils reviennent à la cahute parce qu'au final, être semblable au bon Dieu, c'est mener son mari par le bout du nez. Ça me paraît un petit peu sexiste sur les bords, mais bon, allez, on est dans des contes. Hein. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur du conte avec une morale. C'est pas trop teinté de morale chrétienne encore à mon goût, mais c'est quand même teinté un petit peu quand même. Ensuite, on avait le fils ingrat qui se retrouve avec un crapaud qui risque de manger sa tête et qu'il est obligé de nourrir. Bah ouais, là en fait, faut juste s'occuper de ses proches. La gaspilleuse, pareil en fait, hein, c'est pour un trait de caractère ou enfin un défaut en fait, le fait d'être puni. Faute d'un clou aussi, c'est la paresse. Et Jean le Chanceux, il m'a assez fait rire, Jean le Chanceux, parce qu'au final, on est sur un personnage qui est ultra naïf et qui pense en fait Enfin, il part avec un lingot d'or et il finit rien dans les poches, retour chez maman. Et je pense que c'était un enfant en fait, parce que peut-être que les enfants pauvres, dans les époques un peu lointaines, comme ça, étaient placés dans des fermes ou ailleurs chez des maîtres pour les servir. Et du coup, à 7 ans de gage, on peut se dire que le gamin, il a 14 ans au minimum. Je pense pas qu'il les plaçait avant, il fallait quand même qu'ils sachent se dépatouiller eux-mêmes déjà au niveau du quotidien, quoi, réussir à se laver, manger et s'habiller tout seul. Donc, je trouvais ça plutôt mignon, hein, Jean le Chanceux qui... Ça me fait penser un peu à Candide de Voltaire. Si je l'ai lu, et je suis même pas sûre, ça remonte à très longtemps. Et
Mais le côté un peu enfantin, un peu concon, hein, disons-le, je trouvais ça mignon. Je vais pas faire un vlog lecture qui va durer 3 plombes parce qu'au final, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire sur ces contes. Je trouve ça agréable à lire, sans être non plus complètement transcendant. Je regarderai, alors je vous donne juste la suite. La deuxième partie, c'est des petites légendes pieuses. Donc là, on est vraiment genre l'enfant de la bonne Vierge, les ducats tombés du ciel, Dieu nourrit les malheureux, les 3 rameaux verts, la pauvre vieille mère, le festin céleste. Et ensuite, on passe aux contes fantastiques et contes facétieux. On aura l'homme à la peau d'ours, les 3 fileuses, les 3 cheveux d'or du diable. Il me dit quelque chose celui-là. Tom Pouce, la table, l'âne et le bâton merveilleux, les 6 compagnons qui viennent à bout de tout, les nains magiques, les 3 héritiers chanceux, les 3 frères, le fuseau, la navette et l'aiguille, la gardeuse d'oie près de la fontaine, l'ondine et l'étang, petit frère et petite sœur, le paysan dans le ciel, le juif dans les épines, le valeureux petit tailleur, les vagabonds, le jeune géant, Monsieur Pointu, le lièvre et le hérisson, la tombe, l'ours et le roi Telé et les musiciens de la ville de Brême. Bon bah je comprends pourquoi il y a certains contes qui sont plus connus que d'autres, donc on verra. Je pense que la deuxième partie, je vais la lire, donc les contes, les petites légendes pieuses, là c'est assez court. Ouais, ça fait même pas 10 pages. Je vais tout lire d'affilée, mais bon, je pense que ça va être vraiment très chrétien. Et je pense que la partie la plus intéressante, ce sera les contes fantastiques et les contes facétieux. Où là, on sera de la page 53 à la page 129 à peu près. Donc ça peut se faire en 2 ou 3 fois. Si c'est vraiment très très court, j'exclus pas que la partie 2 là, sur les légendes pieuses, je la fasse en débutant aussi la partie 3 sur les contes fantastiques. Comment ça s'appelait déjà? Les contes fantastiques et les contes facétieux. Et là du coup on a terminé la première partie qui était les contes moraux, donc forcément que du fun en barre. Mais il y avait Blanche-Neige et Rouge-Rose dans le... je l'ai trouvé plus intéressant les contes de la semaine dernière. Hein. Ceux-là, un peu trop moraux en fait. Après c'est le but. Hein. Mais voilà. Bon bah je m'arrête ici. Ce sera un vlog lecture qui sera très court. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.